Welcome to the Startup Grind. C'est un projet américain à la base, donc du coup le fait qu'on ait deux chaises, qu'on ait un kakémono, qu'on soit filmé, c'est des trucs américains voilà, qu'on essaie de respecter. Alors pour la petite histoire, pour Startup Green, je suis tombé sur ce site internet, j'en ai déjà parlé à quelques-uns d'entre vous, mais c'est une communauté qui a été créée aux États-Unis, dans la Silicon Valley, il y a 2-3 ans, par Derek Anderson, et en gros il avait comme but de créer des événements ponctuels, une fois par mois. Avec comme but d'inspirer, de connecter des gens entre eux et à faire venir des gens, des speakers. Ça pouvait être des entrepreneurs, des start-upers comme Séverin, ça pouvait être des mecs plus expérimentés qui nous racontent leur histoire. Voilà. Et très rapidement, il a vu que ce projet, en fait, il a commencé à San Francisco, puis après il y a eu à Seattle, il y a eu à New York, il y a eu à Chicago, puis après il y a eu à Sydney, puis après il y a eu en Afrique, il y a eu un peu en Europe. Et moi, quand je suis tombé sur ce site, j'ai vu qu'il n'y en avait pas en France. Et on pouvait postuler comme chapter director. Et on pouvait s'engager à créer la communauté dans le pays ou dans la ville dans laquelle on se situe, en l'occurrence Paris. Voilà, donc il y a eu toute une démarche un peu où on s'est rencontrés via Skype, on a échangé, voir si j'avais un peu le bon profil pour lancer la communauté. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et une semaine après qu'il m'ait accepté comme chapter director, je suis allé à l'ECP. J'ai vu Séverin, et Séverin, pour la petite histoire, c'est on va dire une connaissance de longue date puisqu'on vient de la même commune, voilà, de Ville d'Avray. Voilà, il l'avait oublié donc peut-être. Mais voilà, et donc du coup j'ai reconnu Séverin et il m'a parlé un peu de son projet. Et quelques semaines plus tard, j'ai retourné à un événement de l'ESCP et là j'apprenais que déjà sa campagne Kickstarter faisait déjà du bruit. Et c'est là où je me suis dit il faut absolument que... J'ai su que ta campagne Kickstarter se finirait aux alentours de cet événement. Je me suis dit que c'était parfait, c'était le bon moment. Voilà. C'est cool, c'est sympa. Je t'en prie. Et donc du coup, pour la petite histoire, donc j'en ai parlé du coup aux Américains et était connu aux États-Unis, puisque sur plusieurs blogs américains, ils ont entendu parler de ce Français qui a levé une certaine somme. Parce que, on va en parler justement après, aujourd'hui c'est quand même pas commun. En France, surtout en France, d'arriver à lever autant aux États-Unis ils sont plutôt habitués, autant en France c'est pas tous les jours que quelqu'un arrive à créer autant d'émulation sur Kickstarter. Donc moi ma première question elle est simple, ça fait quoi d'être riche? Ça dépend parce qu'on n'est pas encore vraiment riche, mais ça fait beaucoup de bien. Ce qui fait beaucoup de bien c'est en fait c'est de voir c'est que nous on était deux villes dans une cave globalement. On avait un petit produit qui est Lima, on s'est dit tiens on va lancer un Kickstarter pendant l'été parce qu'on a du marketing à valider, on veut montrer que les gens s'intéressent. Et en gros je crois que 2 jours avant de lancer, finalement on s'est dit ouais quand même on a des utilisateurs avec le Forebox qu'on a avant, sur l'histoire, mais on reviendra après. On a déjà des gens qui nous suivent, mais en gros on a besoin de 1000 commandes pour commencer la production. On n'y arrivera jamais en 2 mois, les mecs ils sont principalement français, il y a juillet, on était à peu près juillet, le 14 juillet approchait, ouais. Il y avait tout ça. Et on s'est dit ok, on met la campagne sur 60 jours parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et en fait ce qui est cool c'est de voir qu'on a lancé, et il y a eu beaucoup d'engouement sur le projet alors qu'on ne s'attendait pas vraiment. On a vendu 1000 appareils en 12 heures, donc ça fait quand même pas mal. Et donc la nuit a été vachement... ça a été incroyable. D'accord. Avec plein de gens qui nous expliquaient pourquoi est-ce qu'ils aimaient le projet, avec des questions, avec des choses, beaucoup plus de feedback que ce qu'on attendait. Mais c'était quand même assez pro parce qu'il y avait quand même une super description sur le Kickstarter, il y avait une super vidéo qui m'a envoyé quand même, parce que la vidéo, il y a quelqu'un qui parle sur la vidéo qui, je sais pas qui c'est d'ailleurs. Il s'appelle Tarek, c'est ça, c'est Tarek qui se présente en plus dans la vidéo. Et lui, il fait vraiment, on avait vraiment une vidéo, sans comparer à d'autres boîtes, on avait l'impression que c'était une vidéo un peu à la Apple quand ils présentent leurs produits, et on sentait que c'était super pro quoi. Il y a même, je pense, enfin moi en tant que consommateur qui regardait la vidéo, ça donnait envie d'acheter le produit parce que rien que la vidéo, elle envoyait pas mal. Ouais, en fait, voilà, maintenant vous coupez le passage où il dit plug pour la Lima. Ah ouais. Ouais, ça c'est les petits aléas de la campagne, effectivement. En fait, ouais, c'était pro, c'est un truc où on a mis quand même 9 mois à préparer. Parce que le challenge c'était de vendre avec une boîte américaine sur un site américain. Les Américains c'est un super bon en marketing et il fallait qu'on se mette au niveau
fallait qu'on arrive avec un truc qui soit impeccable. Et surtout, comme on arrive avec un produit qui était très compliqué, il fallait qu'on arrive avec un truc où voilà, on comprenne dans les grandes lignes à peu près ce que ça fait, qu'on comprenne que c'est plus facile, qu'on comprenne que c'est différent d'un studio réseau ou différent d'un propre. D'accord. Voilà. Et c'est 9 mois de préparation, on s'est vachement entouré. On a utilisé un studio vidéo qui s'appelle Prodein, qui sont deux jeunes qui sont une start-up. C'est des mecs qui filment, qui sont très bien, très pro, et on s'est bien entouré. Là, du coup, comment tu te sens quand tu lances ta campagne Kickstarter un peu, excuse-moi du terme, un peu pas à l'arrache peut-être, mais un peu de manière tout à fait aléatoire, et qu'au bout de 12 heures, tu te retrouves avec 1000 appareils vendus, tu te retrouves avec des gens qui te contactent pour te dire pourquoi ils ont acheté tes... Enfin, comment tu te sens dans ta cave? Parce que c'était dans une cave, c'est ça? Ouais. Alors, la manière dont ça s'est passé, c'est quand on a lancé, on a décidé de faire un petit événement pour inviter nos amis en disant voilà, ça fait 9 mois que vous ne nous voyez pas, on va enfin sortir notre truc, arrêter de... Enfin, on va devenir sociable, mais on va boire du vin avec vous, quoi. Et en gros, on s'est mis dans un bar où c'était vraiment une cave pour le coup, où il n'y avait pas du tout le réseau. Donc on a lancé un peu à la va-vite, juste avant de rentrer dans la cave, dans le bar, quoi. Et en gros, dans le bar, on n'avait pas de réseau, donc on ne savait pas trop ce qui se passait. Nous, on avait des gens qui étaient là, on leur expliquait comment on lançait, on était tout contents de retrouver nos amis. Et des fois, il y a des gens qui descendaient, qui avaient une bière à la main, qui disaient « Ah, c'est bon, vous en êtes à, je sais pas, 20 000 ou quelque chose comme ça ». Et nous, ouais, au début, on a pensé que c'était un peu une blague, jusqu'à qu'on sorte vérifier combien on avait, et c'était... le sentiment, c'est incroyable, c'est de voir... d'un côté ça marche, et alors qu'il y a 2 jours on pensait que ça marcherait, pas forcément, on ne sait jamais si ça a marché. Et de l'autre côté, il y a de l'engouement, il y a des gens qui ont compris, donc c'est super positif. C'était plutôt des clients de tous les pays du monde, les premiers qui ont vendu, c'était plutôt des Français? En fait, on a eu pas mal de Français qui étaient des gens qui nous suivaient un peu, mais aussi il y a TechCrunch qui a fait un article, et du coup on a eu beaucoup d'Américains. Donc au début, il y avait un gros pourcentage qui venait de TechCrunch directement, qui avait vu le truc, donc c'était très positif. Rappelle-nous la somme exacte que vous avez réussi à... Alors aujourd'hui, c'est 1 200 000, un peu plus, 1 229 000. D'accord. Donc c'est beaucoup. C'est à peu près 17 fois notre objectif de base. Oui, parce que c'est ça, l'objectif de base c'était... L'objectif c'était 1000 appareils. Et donc 1000 appareils, ça change vendu en 12 heures. Cher, et on les a vendus en 12 heures. D'accord. Donc en 48 heures, on a fait 200 000, ce qui était nettement inespéré. À ce moment-là, on se dit, tiens, il y a un problème, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a un bug avec le site. Il y a un bug avec le site, qu'est-ce qui se passe? Et après, en fait, c'est incroyable de voir qu'il y a l'argent qui monte, mais il y a aussi les gens qui font des commentaires positifs, négatifs. C'est aussi une expérience de... C'est la première fois qu'on explique aux gens ce qu'on fait, et c'est la première fois qu'on a... voilà, il y a une communauté qui se crée, il y a des gens qui nous demandent certains détails sur le produit, il y a des trucs auxquels on n'a pas pensé, que ça peut être intéressant, on les note. Il y a des gens qui font des compliments, enfin, c'est assez intéressant. Et après, tu commences à te faire approcher par les mecs qui vont vouloir investir dans la boîte aussi. Après, il y a pas mal de gens, en fait, il y a beaucoup de gens, c'est bien pour les partenariats, c'est de la visibilité, donc il y a des gens, il y a des distributeurs, il y a des gens qui veulent investir éventuellement, il y a des gros industriels, donc il y a un peu tout le monde qui vient et qui dit j'aime bien ton truc, est-ce qu'on peut pas faire un truc ensemble, démarrons un business, donc c'est un gros accélérateur. Que d'un coup, tout le monde s'intéresse à votre boîte. Alors nous, en fait, ça fait 9 mois qu'on se préparait, donc on était un peu sur le pied de guerre, donc c'était pas étouffant dans la mesure où c'était bien préparé. Après, on a répondu, je pense, dans la campagne, on a dû échanger plus de 5000 messages, donc ça faisait beaucoup pour une équipe. Et c'est pas étouffant dans le sens où c'est que du positif. Et même les feedbacks négatifs, c'est positif parce que c'est des trucs qu'on note à côté. Et donc, après, voilà, on ne peut pas tout gérer à la fois. Donc, il y a des gens qui veulent distribuer le produit. On leur a dit très bien, merci de nous avoir contactés, c'est super cool. On vous met dans une petite liste, on vous contacte après. Mais ça va. Pour être franc, dans la mail, on a mis un autorespondeur en disant on vient de lancer une campagne, vous n'attendez pas à recevoir une réponse très vite. Et voilà. Là, je fais un peu le chemin inverse, au lieu de revenir sur les origines, je parle un peu de la suite. En fait, du coup, c'est quoi les next steps en fait? Parce que maintenant, vous avez la campagne s'est achevée il y a 2 jours, c'est ça? C'est ça. Et du coup, les prochaines étapes? Les
prochaines étapes, c'est que bon, Kickstarter, c'est un bon test marketing. Après, le plus dur dans la startup, c'est de shipper, quoi. Et nous, on a voilà, encore un peu de développement à faire et encore à aller en Chine, vérifier, à lancer la production, etc. Donc d'ici décembre, on a encore toute une étape qui est très bien, on a des backers maintenant, et maintenant on finit le produit, on transforme en un truc qui va leur faire plaisir. Et le plus gros challenge, c'est de faire que les mecs qui vont recevoir ça en décembre, janvier, avril, quand ils ouvrent la boîte, on a envie qu'ils fassent « Ah waouh, ça c'est pas juste un projet Kickstarter, c'est un vrai produit, c'est un truc, je le branche, ça marche comme on l'a promis. » Et ça c'est le plus gros truc, c'est le plus intéressant parce que Kickstarter c'est une campagne de com, ça dure une fois. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais on arrive à avoir la confiance des gens en leur montrant qu'on sait faire des beaux produits, c'est là qu'il y a un effet de résonance qui va multiplier la communauté peu à peu. Voilà, c'est ça la prochaine étape. Okay. Prochaine étape, shipper. On a des batchs en décembre, en janvier et en avril. En avril, on aimerait lancer la commercialisation grand public du produit. Et cette commercialisation grand public, elle passera par quoi? Elle passera par voilà, un site internet où on peut acheter le produit, un site internet qui explique ce qu'on fait, qui intègre les feedbacks du Kickstarter pour qu'en 3 minutes on comprenne un peu mieux ce qu'on fait. Donc d'autres vidéos, d'autres contenus. D'accord. Ouais. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà posé des questions, qui ont déjà eu les réponses, mais je sais qu'il y a eu quelques retardataires, donc tu vas peut-être pouvoir revenir sur les origines. Comment en fait t'es arrivé à Mi-Climat et comment t'es arrivé à cette campagne Kickstarter. Moi quand je t'ai rencontré, il y avait le terme Forgetbox, après une plug qui justement qui a changé de nom avec Climat. Voilà, donc si tu pouvais un peu nous récapituler ton parcours perso, académique, d'où tu viens, je sais que tu es passé par l'électronique. Ouais. Voilà, très sommairement, parce que de manière à ce qu'on ne se répète pas deux fois pour certains à qui tu as déjà bien expliqué. Alors sommairement, on est deux dans la boîte, il y a Gawain et moi, on est deux geeks, on est deux ingénieurs système embarqués, donc on fait à la fois de l'électronique et à la fois de l'informatique, et ce qu'on aime c'est mélanger les deux. Et du coup Gawain lui est plus techno, moi je suis plus usage. Tous les deux on a eu des parcours où Gawain est rentré dans l'électronique et dans le code très tôt. Vous êtes des amis d'enfance en fait? On est des amis d'école. D'accord. Donc en gros, Gawain s'est passionné par l'électronique et l'informatique, il s'est dit tiens pourquoi pas une école de système embarqué. Moi c'est un peu pareil, et là-bas on arrive dans cette école et on s'est dit c'est bien d'apprendre à faire de l'électronique, mais maintenant on a envie de tâter un peu le terrain et on a vite commencé à apprendre à faire un vrai produit. Donc on a décidé tous les deux ensemble de sécher certains cours. C'est ce que j'ai entendu. C'est pas bien. Mais c'est la vraie anecdote de l'entrepreneur, c'est dire on a séché les cours. Oui, on s'est dit il y a des choses qu'on apprend à l'école et on les garde, il y a des choses que pour nous on peut remplacer par des choses encore plus intéressantes. Donc on est allé, Vous avez été diplômé tout de même? Ouais, diplômé, bien sûr. C'était du séchage moderne. Ouais, bien sûr. Et en fait on allait bosser dans une startup hardware la nuit, les week-ends, etc. Et là on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a donné un vrai projet à tous les deux. Donc là vous aviez quel âge? Et on avait, je sais même plus, 22. 21. D'accord. Quelque chose comme ça. Et c'était en 2008 je crois. D'accord. Aujourd'hui on a 26. Pour les détails, c'est difficile de calculer. En gros, voilà, on avait 21-22. On a décidé de faire un produit dans cette startup hardware, apprendre à faire de l'électronique, apprendre à faire du code, etc. Et on s'est dit, c'est cool, on a appris plein de choses, et on a aussi appris que finalement on bosse vachement bien ensemble. On était vachement complémentaires, moi plus orienté produit, Gawain beaucoup plus orienté tech, architecture, tout ça. Et on s'est dit, ouais, un jour on fera un truc ensemble, trop bien. Ensuite, on passait beaucoup de temps ensemble, entre les baby-foods et les restos chinois du midi. Il y a un truc qui nous a frappé, on s'est dit, ouais, aujourd'hui il y a des trucs vachement compliqués finalement dans la tech. Nous on faisait un produit qui était de l'électronique pour B2B, donc un peu compliqué. Et on s'est dit, pourtant, aujourd'hui on a plein d'appareils et on ne peut pas avoir les mêmes fichiers partout. Et donc c'est là que l'idée de Lima est vraiment née. C'est la genèse du truc, la petite graine qui a fait pousser le... Et donc là c'est Forgetbox, après c'est Plug, et après ça arrive à Lima, c'est ça? C'est ça. Après, on a chacun terminé nos études. On a fait des parcours complètement séparés. Pour petite histoire, Gawain il a fait du freelance dans l'internet des objets, il a bossé chez MyApps en tant que lead développeur, etc.
Moi, je suis allé au Danemark faire des projets d'électronique aussi, un peu dans l'UX. Et en fait, après, je suis allé faire un tour à l'ESCP pour apprendre à transformer une idée en produit. Et on a lancé Forgetbox juste après. Voilà. Donc, l'idée avec Forgetbox, c'était la même idée qu'un Lima. C'était toujours le même produit, c'est toujours la même entreprise, la même équipe. Et l'idée, c'était de dire, on appelait ça Forgetbox parce qu'aujourd'hui, on a plein d'appareils. Dans chacun de ces appareils-là, il y a une mémoire qui est différente, donc on a des choses différentes dans chaque appareil. Notre contenu, il est mis dans des petites boîtes, comme des boîtes à chaussures. L'idée de Forgetbox, c'était de dire, bon, arrêtons les box, on n'a pas besoin d'une Dropbox, d'une Freebox, on n'a pas besoin encore d'espace supplémentaire pour mettre ces données. On a besoin d'un truc qui est capable d'unifier le stockage de toute la mémoire de tous nos appareils. On a envie que sur n'importe quel appareil de n'importe quelle marque, quelle que soit sa taille ou la techno qu'il y a derrière, d'avoir tout le temps le même fichier. Donc ça, c'est ça la genèse de Forgetbox. Et on s'est dit, ça c'est bien, comment est-ce que maintenant on transforme en un parcours entrepreneurial et comment est-ce qu'on démarre le truc. Il faut démarrer par un endroit. On avait des concurrents qui étaient disques du réseau, des concurrents qui étaient Dropbox, et c'est dur, quand on est petit, de commencer, enfin, on ne peut pas tout faire. On a décidé de se concentrer sur une toute petite partie qui est aider les gens à envoyer des fichiers. Donc aider les gens à envoyer des photos et des vidéos par internet. D'une part pour apprendre à faire un produit, d'autre part pour créer une communauté et valider que notre interface était plus facile qu'un Dropbox ou quelque chose comme ça. Et à côté, Gawen lui s'est dû se concentrer sur la R&D du Lima, donc faire les briques R&D qui fassent que peu à peu on arrive vers notre produit. Ça c'était en 2011, en avril 2011 on a commencé Forgetbox. En octobre on a lancé et ça a commencé à tourner un peu, on a appris à faire un vrai projet. En mars 2012 on s'est intégré à Gmail, donc on permettait d'envoyer des pièces jointes de taille limitée par Gmail. Donc c'était toujours dans l'idée d'aider la vie des gens quand ils envoient des fichiers. Et en fait en juin 2012 on arrive au Ramplimé, qui est un accélérateur à Paris. Et là on a fait un petit bilan, on s'est dit ok, on a notre logiciel. Est-ce qu'on a validé notre point qui était, est-ce qu'on a montré que c'était plus facile? Regardons, et en regardant on s'est rendu compte que la moitié de notre user base avait plus de 55 ans, que c'était des gens qui étaient pas du tout les jeunes geeks qui sont friands de nouvelles techno et qui voulaient juste un truc qui marche. Donc c'était un peu une validation de notre côté. De l'autre côté, on s'est rendu compte que, voilà, que 30 000 c'était pas assez, qu'il fallait aller plus vite et que le marché américain allait sans doute venir bientôt dans notre direction, dans la direction qu'on a. Donc en septembre 2012, c'était assez douloureux, on a fermé complètement Forgetbox plutôt que de le laisser évoluer vers un Lima. C'était une décision assez impactante. Et après, on s'est enfermé dans une cave et on s'est mis. C'est cette cave, on revient toujours à cette cave. Cette cave, c'est l'incubateur de l'ESCP en fait. D'accord. Ouais. Il nous a prêté des locaux pendant longtemps. Et, le Factory, c'est ça? C'était la Yellow Factory. Yellow, d'accord. À l'époque, ouais. Ok. C'est ça. Mais en gros, voilà, l'ESCP nous suit depuis longtemps, il y a des gens qui nous ont beaucoup aidés là-dessus. Et on s'est mis là-dedans tous les deux. On s'est dit, voilà, maintenant on pense plus à aller sur l'entrepreneuriat, on pense plus à lever des fonds, on pense plus à aller dire qu'on fait des startups. On va penser d'abord au produit et on a 9 mois pour dire qu'on fait un vrai produit et pour que quand on le sorte, il soit tellement bien que les gens l'aiment bien. Donc Gawen, il a fait toute la tech, il a intégré toute la R&D qu'on a fait depuis 2 ans. Et moi, j'ai fait le marketing pour apprendre à vendre son produit et voilà, expliquer la différence entre un Dropbox, on va y venir peut-être, un Dropbox, un Lima et un distributeur. C'est une prochaine question parce que quand tu m'avais déjà parlé de Forgetbox, on s'était croisé, quand on s'est croisé à l'ESCP, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 3 mois, pour un événement, je ne sais plus, Made in ESCP exactement. Tu m'avais parlé de Forgetbox et tu m'avais sous-entendu que ça allait évoluer. Mais du coup, moi, c'est vrai que très sommairement, j'avais pas vu de manière directe la différence avec Dropbox. Je me suis dit, mais comment vont-ils pouvoir créer un produit qui n'arrive pas à se différencier de Dropbox, qui pour moi, Dropbox était mastodon. C'est vrai que Dropbox est très connu et il s'adresse une partie de la problématique qu'on adresse, à savoir que quand vous avez un Dropbox, comme si vous avez une petite boîte magique, vous pouvez mettre quelques documents et les avoir enfin partout. Donc, vous pouvez enfin avoir des films de votre iPad depuis votre ordinateur, vous pouvez enfin avoir depuis tous vos appareils un peu les mêmes fichiers. La différence que nous on a avec Dropbox, c'est que nous, on corrige pas vraiment on cherche pas à remplacer la clé USB, on cherche pas à déplacer plus facilement des fichiers entre des appareils qui ont des mémoires différentes.
ce qu'on cherche, c'est à... En fait, on s'est mis autour d'une table, on s'est dit, voilà, si on a plein d'appareils, peut-être qu'il y a un truc qu'il faut qu'on change et qu'on n'a pas changé toujours, c'est le stockage de données. Aujourd'hui, chaque appareil, c'est comme un petit ordinateur, donc il est indépendant. Et nous, notre stratégie, c'est pas... Ce qu'on cherche à donner à l'utilisateur, c'est pas de l'aider à passer des trucs de son PC à son Mac, c'est de l'aider à faire que quand il sauvegarde un truc sur son Mac, ça soit automatiquement sauvegardé sur son PC, sur son iPad et sur son téléphone. Donc à chaque fois qu'il manipule un appareil, même un appareil qui est tout vide, qui n'a pas de disque dur interne, qu'il puisse toujours manipuler les mêmes données et avoir son contenu qui c'est un peu philosophique, mais globalement, l'image, ouais. C'est une exclue là. C'est une exclue, c'est la star du Kickstarter, c'est le même. D'accord. Du coup, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on leur donne un petit appareil qui est celui-là, qui est le Lima. On leur dit branchez-le à votre internet chez vous, branchez-le à votre Livebox, votre Freebox, votre routeur internet. Donc ça c'est de ce côté-là. Et de l'autre côté, branchez les disques durs réseau, enfin les disques durs USB pardon, que vous aviez acheté avant pour décharger votre ordinateur parce que vous n'avez plus de place, pour faire du backup. Voilà. Donnez-nous vos disques durs USB que vous ne pouvez pas brancher à votre iPad, vous les mettez ici, vous mettez tout ça dans un placard que vous oubliez. Et après, imaginons que vous ayez branché un disque dur qui fait 2 Tera. Nous, on a une application qui va faire que sur votre iPhone, il y a 2 Tera de fichiers qui vont s'afficher, sur votre iPad, il y a 2 Tera de fichiers qui vont s'afficher, sur votre ordinateur, votre Mac aussi, et sur votre PC, la même. Sans qu'on ait rien à faire. Sans qu'on ait rien à faire. Et alors on change un peu le paradigme, on va faire passer l'utilisateur d'un monde où finalement, si j'ai un Mac et un PC, j'ai des fichiers différents dans les deux. Donc j'ai des documents Mac sur mon Mac, j'ai des documents PC sur mon PC. Et en installant Lima, on va avoir les documents Mac et les documents du PC sur son PC, et les documents Mac et les documents du PC sur son Mac. On unifie vraiment les de tous les appareils. Mais est-ce que j'ai besoin sur mon iPad, sur mon PC, d'aller télécharger un logiciel ou... Ouais, il y a un petit logiciel installé. Qui s'appelle Lima Software. Qui s'appelle Lima, ouais, c'est ça. Et sur l'iPad, on le trouve dans l'App Store Et sur l'iPad, ça sera dans l'App Store, ouais. Il n'est pas encore pour l'instant, mais ça arrive. Et du coup, voilà, le principe c'est j'installe ça, je le laisse à la maison, j'installe une app partout. Même si mon ordi il est vide, ça va être un peu comme Spotify. Sur Spotify, même si son téléphone est vide, on voit plein de musique. Ben nous, voilà, sur un ordinateur qui est vide, avec Lima, on va voir tous ces fichiers. Mais si à un moment il y a une coupure internet, on va plus rien. Et s'il y a une coupure internet, c'est la même chose que Spotify, on va te permettre de faire bouton droit sur le fichier et de sélectionner rendre disponible le fichier hors connexion. Et dans ce cas-là, il sera dans mon ordinateur. Et dans ce cas-là, il sera sauvegardé dans ton ordinateur et tu peux aller dans le train, modifier, continuer à l'éditer, etc. Et quand ton ordinateur revient en ligne, ton ordinateur va parler au Lima, il va lui dire voilà, moi j'ai une nouvelle version du document, est-ce que tu peux l'envoyer à tout le monde? Et voilà, comme ça, tout est synchronisé tout le temps. Et donc la différence entre un Dropbox et un disque dur de réseau ou quelque chose comme ça, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on achète du stockage, finalement ce que veut l'utilisateur, c'est qu'il achète du stockage parce qu'il veut que son ordi soit plus gros, il veut mettre plus de trucs dedans. Et aujourd'hui, on lui dit, bah non, on va te donner une boîte, elle est différente, c'est soit un petit Dropbox, donc c'est une petite boîte mais elle est connectée, soit un gros disque dur, mais on va te demander de séparer, de choisir quelle grand-mère tu préfères et de mettre une des deux grand-mères, des photos de ta grand-mère de Noël sur le disque dur parce que ça ne tient plus dans ton ordi. Et le problème d'un disque dur ou d'un Dropbox, c'est qu'il faut... Tout ce qu'on fait, c'est qu'on décide de redonner un peu le contrôle des données à l'utilisateur. On lui dit, bah, mettez ça chez vous, vous branchez un disque dur dessus, et les données, elles sont à vous. On va pas vous faire payer tous les mois pour que vous ayez vos données managées par Lima. Si jamais notre boîte se crache ou que vous arrêtez de payer, vous payez qu'une fois, donc vous arrêtez de payer, vous gardez vos données, il se passe, on ne va pas effacer vos données si vous arrêtez de payer, etc. Vous les avez pas en fait, les données. Et on les a pas. Donc c'est un peu, même si le Lima brûle, on peut récupérer son disque et retrouver les données qu'on avait. Voilà. Et du coup, vous avez une idée de ces prix justement d'acquisition et d'abonnement? Alors actuellement, ouais, alors sur Kickstarter, on l'a proposé à $69 avec $10 de shipping. Et sur le prix final, ce qui est envisagé, c'est $149. $150 à peu près. Donc c'est le prix d'un appareil qu'on achète une fois. Et après, on n'a pas d'abonnement à faire. Comparé à Dropbox, qu'on va payer 10 € par mois et qui va faire 120 € à la fin de l'année. Ce truc-là, on l'achète et on rajoute des disques. Et après, on garde les disques tant qu'ils tiennent. Okay. Vous avez vraiment une société de hardware qui va vendre du hardware et pas de
Pour Au l'instant, niveau du business model, c'est ça la base. pour l'instant, oui, c'est ça. Après, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui se créeront. Et donc finalement, la valeur de notre boîte, nous, c'est beaucoup de software, c'est quasiment que du software aujourd'hui. Et par contre, on vend un produit qui est complet, où voilà, je le déballe, j'ai tout, et c'est à moi, j'ai enfin la propriété de mes données qui m'est rendue, et je peux faire ce que je veux avec. Et là, du coup, donc, tu nous avais parlé de la suite sur cette production et une commercialisation en avril 2014. Là, du coup, aujourd'hui, vous êtes toujours que deux, les deux fondateurs. Là, aujourd'hui, on a recruté, on est encore en train de renforcer un peu l'équipe. Parce que là, on a maintenant 12 000 backers, donc on a besoin de tester le logiciel un peu plus que si on avait eu 1000 bêta-testeurs qui étaient avec nous. Donc là, on est 4, je pense qu'on va passer à une dizaine bientôt. D'accord. Vous êtes toujours occupé? Non, vous êtes... Et non, là, on est dans un garage, on est chez mes parents. Après la cave de garage. Voilà, c'est ça. Et on va se trouver des locaux. Okay. Mais voilà, on passe du côté où c'était un projet où on était deux et on se mettait un peu n'importe où, un projet où il y a une équipe qui vient, qui nous aide à faire. D'accord. Et quelque part, c'est un peu le cliché un peu à la start-up américaine. Vous commencez dans une cave, bidouillez vos trucs, vous lancez une campagne Kickstarter, vous êtes millionnaire et maintenant... C'est un peu cliché, ouais. Après, c'est quelque chose qu'on a trouvé vachement intéressant comme démarche, dans le sens où avant, quand on faisait Forgetbox, on était incubé, on s'occupait de l'entreprise en elle-même, on faisait un produit. Et en fait, finalement, se mettre dans une cave et se concentrer juste pour faire un produit sans parler à personne, c'est un super moyen d'avancer. C'est parce qu'il n'y a pas de contrainte d'argent, on fait qu'une chose dans la journée, et c'est de faire que ce truc-là, ce soit le meilleur possible. D'accord. Donc oui, c'est cliché, mais je pense que c'est un peu obligé. Et je pense que même tous ceux qui sont ici dans l'incubateur, c'est un peu comme une cave des fois. Je sais pas, il faudra leur poser la question. Et du coup, j'ai des questions là, plus on va dire d'actualité, parce que c'est un peu la spécificité chez Startup Green, c'est parfois aussi d'aller au-delà du projet. J'ai commencé à dire que c'était quand même incroyable, enfin, de mon point de vue, je pense qu'on le partage tous aujourd'hui, en France, dans une situation conjoncture aujourd'hui comme celle qu'on connaît, d'arriver à lever plus d'1 million de dollars. Et toi, en tant que jeune entrepreneur, jeune start-upper français, comment t'envisages, comment tu vois les choses? Voilà, est-ce que le monde américain te fait rêver à tel point que tu vois exporter la société là-bas? Tu te vois très bien rester en France parce que tu trouves que l'environnement économique, justement, les systèmes d'incubation, etc., les systèmes de garage ou de cave, hein, peu importe, sont bien. Voilà, comment tu vois un peu la situation aujourd'hui? La situation pour moi, c'est que ce qui compte, c'est pas forcément l'endroit, c'est surtout la passion de ce qu'on va faire, et c'est d'être toujours un peu persévérant dans son choix. Et globalement, nous on est allé aux États-Unis là pour Kickstarter, parce que pour Kickstarter il faut une structure américaine et quelqu'un qui a un numéro de sécu américain, etc. En l'occurrence, c'était Tarek. Et non, on a une filiale là-bas et tout. D'accord. Et Tarek, lui, il est français aussi, mais il a un meilleur accent. Ouais, Tarek, c'est pour ceux que c'est celui de la vidéo, celui qui parle, pour ceux qui nous ont rejoints. C'est ça. Et en fait, donc nous on a créé notre truc là-bas parce que notre marché il est principalement américain, et sur Kickstarter il fallait qu'on se monte sur le marché américain parce qu'on est une boîte mondiale. Après, je pense que c'est toujours c'est sexy d'aller aux États-Unis, il y a un peu le rêve américain. Mais je pense que c'est toujours un peu plus difficile d'aller chez le voisin. L'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté, mais en fait, aller dans le jardin d'à côté, c'est pas forcément beaucoup plus facile que d'être sur place ici. Ici, nous, on est bien, il y a des très bons ingénieurs, il n'y a pas de guerre de talent. On a un réseau où il y a beaucoup de gens qu'on connaît, qu'on peut essayer de recruter dans la boîte, et les ingénieurs coûtent pas cher, ils sont super motivés. Et alors que dans les Chinois, comment? C'est des Chinois, les ingénieurs? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des gens comme... Non, on n'a pas encore de Chinois dans l'équipe, mais en gros, si on va dans la Silicon Valley, si on allait dans la Silicon Valley demain, pour recruter quelqu'un, il faudrait convaincre quelqu'un que bosser chez Google c'est naze. Donc c'est un peu... faut être mollo sur Google, parce que comme tu le vois, on comprend le montage de la vidéo. Bosser chez Google c'est très bien. Mais justement, avec un Google à côté d'une start-up comme Forgetbox, c'est compliqué de dire à quelqu'un, voilà, soit tu vis le rêve Google dans les headquarters à Silicon Valley et
tu participes au succès Google, soit tu fais le pari de prendre une petite boîte et tu dis ça va marcher, mais on y croit à mort, mais c'est quelqu'un qu'il faut convaincre, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de propositions à côté, alors qu'en France on est très bien. Et aujourd'hui, être entrepreneur en français, c'est une situation? Et aujourd'hui, je pense que non, je vois pas trop de... Ouais. On parle beaucoup sur la France en disant que c'est nul. Je suis pas trop de cet avis. Je pense qu'être entrepreneur c'est cool. Et qu'après, que ce soit en France ou aux États-Unis, etc., il y a toujours des problèmes. Le boulot d'entrepreneur, finalement, c'est de résoudre les problèmes. Donc le positif, c'est que dès qu'il y a un problème, on le résout. C'est dur d'avoir une sécu, peut-être quand on est entrepreneur. Bon, c'est un problème à résoudre. On fait en sorte. Après, en France, nous, on était vachement appuyés. On a eu le camping sponsorisé par Google aussi qui nous a appuyés. On a eu l'incubateur de l'ECP aussi qui nous a fait des locaux pas chers du tout. Donc l'environnement est là et je pense qu'il y a il y a de plus en plus de gens qui entreprennent. Et en tout cas, l'écosystème, j'ai l'impression qu'il grandit ou qu'en tout cas, il est très actif et que pour l'instant, ça va. Vous allez rester en France? Nous, on voit... Vous êtes quand même, du coup, là... vous êtes quand même une sorte de fierté pour peut-être. Enfin, vous le vivez aussi un peu comme ça, comme un peu une fierté d'un mode de réussite à l'américaine, mais tout en restant français? On ne vit pas encore trop comme ça. On vit plutôt comme... on se dit, tiens, on montre que c'est possible, c'est cool. C'est surtout ça. Parce que dans notre boîte email de tous les gens qui nous contactent, il y a beaucoup de Français qui disent ouais, moi j'ai pas envisagé Kickstarter parce qu'ils sont volés un email. J'ai pas fait Kickstarter parce que c'est compliqué, il faut être américain, comment t'as fait? Nous on a des guidelines, on peut les partager à tout le monde et finalement voilà, c'est un truc qu'on partage. Et globalement vous êtes aujourd'hui contacté par des gens du monde entier en fait. Vous avez été approché par Dropbox? Dropbox non. Je sais pas si on est assez différent d'un Dropbox pour l'instant et je pense qu'ils ont beaucoup de concurrents. Avant de vous racheter? Avant de voir qu'on sera important pour eux. Je pense que voilà, pour l'instant on les a pas eu. On a eu pas mal de gens. Mais... Est-ce que si demain Apple ou Dropbox vous appelle pour vous racheter, vous allez vendre ou vous allez préférer faire votre boîte et l'amener au top vous-même? Alors nous, on a toujours préféré faire une boîte et l'amener au top nous-mêmes parce que finalement c'est un peu comme notre bébé, on est amoureux du produit et voilà. Après s'il y a des offres de rachat, c'est des trucs qui demandent surtout du marché, je pense. On se pose la question parce que c'est des questions qui sont dures à répondre. Quand il y a Apple qui propose de racheter, il y a l'option soit de continuer sa boîte et d'avoir un gros concurrent derrière, soit d'aller chez Apple si on se rend compte que le marché va être un peu difficile et que c'est peut-être la meilleure solution. Enfin, nous, en tant qu'entrepreneurs, on préfère faire plutôt la grosse boîte que le rachat. Parce que voilà, notre but, c'est de simplifier la vie des gens. Plus ça s'est répandu, mieux c'est. Si on peut le faire avec une marque qui est la nôtre, c'est sympa. Et du coup, aujourd'hui, ce Lima, là, tu tiens les mains, il est 100% opérationnel? Alors, le hardware, ouais. Le software, il est encore en cours de dev, en cours d'intégration, en cours de test. On a prévu qu'il soit prêt pour décembre. Donc, c'est pour ça que Gawain n'est pas là ce soir, c'est qu'il est en train de coder, superviser. Dans le garage. Dans le garage, exactement. Je ne suis même pas rentré. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je voulais savoir si le scandale Prism aux États-Unis avait aidé le marketing. Ouais, je pense pas mal. Parce que l'intérêt de ce truc-là, c'est que, à différence d'un truc comme le cloud, c'est qu'on ne met pas les données dans un data center, du coup les gens restent propriétaires de leurs données et tout est crypté, donc il n'y a pas, même si le gouvernement vient chez nous et dit voilà donnez-nous les données, nous on ne peut pas avoir les données. Donc il y a eu pas mal cet attrait-là, c'était un bon timing niveau actualité pour les coups, et il y a beaucoup de gens qui sont venus en nous disant ah, c'est cool votre truc parce que quand je mets sur un truc de cloud, je suis pas sûr de où vont mes données, alors que quand je mets chez vous, si un jour j'ai un problème, je débranche le disque et c'est bon. Comme ça, il y a eu pas mal. Donc on a eu le coup de Prism qui était un bon booster pour la campagne, et il y a eu aussi le coup de Chromecast. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Google ils ont sorti un petit appareil qu'on met sur la télé qui permet de lire ces fichiers depuis Android sur la télé. Un des trucs qui manquait, c'était que voilà, c'est super pour YouTube, c'est super pour Google Play, il manquait la possibilité de lire ces fichiers perso.
Nous, notre truc, comme il est dans le réseau local, on peut donner le fichier perso à un téléphone Android et le donner du coup à un Chromecast par la suite. Donc ça nous a fait un bon petit boost aussi parce que ça me paraît qu'il était un peu pricé comme le nôtre avec un prix qui était bas, un peu un truc qu'on installe et on oublie, donc c'est plutôt bon pricé. Un bon timing sur le Et donc il y avait tous les éléments pour arriver à plus d'1 200 000 $. Ouais, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, sur Kickstarter, j'ai pas regardé, mais il y a un historique un peu des projets qui ont le plus marché, parce que là, sur 2 mois, lever 1 200 000 $, vous devez faire partie du top 10 ou quelque chose comme ça. On est le 6e projet tech le plus fondé dans Kickstarter, depuis le début de Kickstarter, donc c'est cool. Donc dans la rubrique tech, on est le 6e. On est passé devant SmartThings, qui était un super projet aussi, donc ouais, c'est super. Et le seul français d'ailleurs. Et dans les techs, il devait y avoir que des dans le top, on est les seuls français, on est encore français aujourd'hui. Après, voilà, il y a des projets français qui vont se lancer bientôt, il y en a un qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus dire le nom d'ailleurs, mais ça vient. Vous avez lancé en fait la mode. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayaient de le faire. Enfin, il n'y a pas que nous qui avons tenté le truc. Il y a eu Urban Hello qui était un téléphone avant qui a fait une campagne Kickstarter aussi. Et là, il y en a d'autres qui arrivent. Nous, on était dans cette vague-là de gens, de Français qui se disent finalement on lance sur Kickstarter. Ça nous a pris un peu de temps parce que c'est compliqué juridiquement, c'est compliqué administrativement, mais là, comme tips, en fait, pour s'il y a des futurs entrepreneurs dans la salle, aujourd'hui, pour lancer une campagne Kickstarter, il faut être localisé, enregistré aux États-Unis. Oui, alors soit vous avez dans vos cofondateurs un Américain ou un Américain à qui vous faites confiance, quelqu'un qui peut récupérer des sous pour vous de manière légale et qui peut représenter la boîte si jamais le projet se crache, etc. Soit, nous, ce qu'on a fait, on n'avait pas d'amis américains avec ce niveau de confiance-là. Donc nous, on est allé voir un comptable aux États-Unis, par email, a priori. On a fait un contrat avec lui, on a dit voilà, est-ce que vous voulez nous représenter légalement? Est-ce que vous voulez représenter notre compagnie? Et c'est notre compagnie qui est responsable. Et pour avoir la responsabilité, on a créé une compagnie, une filiale aux US. On l'a fait depuis la France parce que la BNP nous a ouvert un compte aux États-Unis, ils ont des filiales là-bas. Donc finalement, on a ouvert une compagnie, on a demandé à quelqu'un de nous représenter. Et on a dit à Kickstarter, voilà, les sous, vous les envoyez sur le compte de notre société à nous. La personne que vous appelez si jamais il y a un problème, c'est ce comptable-là. Et on a fait un contrat avec lui, comme quoi, si jamais il y a un problème, il nous représente. L'expert comptable, c'est le jackpot pour lui. Il est parti aux îles Caïmans et vous n'entendez plus parler de lui, il est parti là. Non, parce que du coup, il n'a pas accès au fonds. Mais non, il a fait un très bon coup pour le coup. Okay. C'était très honnête. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même d'autres plateformes pour lever de l'argent, autre que Kickstarter. Mais Kickstarter, ça restait vraiment votre... Ouais, alors en fait, il y avait plusieurs raisons de se lancer sur un Kickstarter par rapport à un marché, etc. C'est le marché, le principal, c'est le marché. On a déjà fait un réserve en France avec Forgetbox. En fait, le Kickstarter, c'est surtout le marché, et c'est aussi que c'est une plateforme où finalement, il y a beaucoup de gens qui viennent de Kickstarter même. Donc dans notre trafic, dans les 1 200 000 là qu'on a levé, il y a à peu près la moitié qui vient du trafic Kickstarter. Donc c'est un énorme tremplin quand ça marche. Et justement, sur ces 1 200 000, à chaque fois que tu parles, je pense à d'autres questions. Est-ce qu'il y a eu des acteurs vraiment majoritaires qui sont sortis du lot, autres que des particuliers qui croyaient au projet et qui étaient intéressés? Parce que le deal, pour récapituler, enfin pour rappeler, c'est je finance et il y a une contrepartie, à savoir je donne entre tant et tant de dollars, je reçois un IMA, je reçois entre tant et tant, je reçois autre chose. Et donc du coup il y a beaucoup de particuliers qui l'ont fait. Mais est-ce qu'il y a vraiment des acteurs qui ont, comme des industriels ou d'autres sociétés qui ont vraiment investi dans ce projet En tant que donateur, on a, donc la plupart c'est 99% des particuliers. Après, il y a des particuliers qui ont donné $500 pour supporter le projet beaucoup plus. Donc ça, merci beaucoup parce que c'est quand même une énorme geste. Merci la caméra. En fait, voilà, il y a des gens qui nous ont donné un niveau de support qu'on n'espérait même pas. C'est $500 et on leur donne un IMA, on les rencontre, mais c'est des gens qui veulent aider le projet en lui-même. Et après, il y a des gens qui ont mis 5 000. 5 000, c'est des gens qui sont intéressés de faire des partenariats.
Il y a aussi Side5, qui est une compagnie qui a décidé en tant que compagnie de nous supporter, de nous sponsoriser. Et du coup, ils rentrent dans le capital ou c'est vraiment Non, c'est juste pour montrer un peu leur bonne... Enfin, finalement, pour montrer un peu leur bonne foi. Ouais. D'accord. C'est ça. Ok. C'est Donc c'est vraiment, on voit que les projets, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Sans aucune contrepartie. Ouais, c'est pas vraiment un truc. Après, pour les 5000, nous, on offre, c'est un deal où on offre le reward, c'est un partenariat. Donc il y a une contrepartie sans doute commerciale, etc. À part Side5 qui nous a dit que c'était vraiment du support. Il y a d'autres backers avec qui on va essayer de, voilà, on va essayer de voir. Et alors que si vous aviez voulu lever 1,2 million avec des business angels, quelque chose, vous seriez dilué En fait, ouais, avec les business angels, on aurait sans doute été dilué, mais le principe c'est que même on n'avait pas encore le produit à montrer, on n'avait pas encore le marketing. Et pour un business angel, c'est un peu compliqué. Enfin, on est très fragile en tant que boîte tant qu'on n'a pas montré que les gens aimaient ce qu'on faisait. Ouais. Et du coup, c'était aussi pour ça le Kickstarter. Parce que maintenant, on peut dire aux gens, voilà, on fait ça, est-ce que c'est bien? Bah écoute, on en a vendu 15 000 en 2 mois. Et donc, ah oui, donc il y a une validation de ce côté-là. Après, voilà, après, il reste de l'entreprise. Parce que juste Kickstarter, donc ça fait que tu vas avoir l'argent à l'avance, mais c'est quand même les gens qui payent le produit. Ouais. Donc toi en fait tu fais ta marge que tu vas faire comme quand tu vas le lancer en avril. Tu fais la marge que tu as prévue, sauf que eux tu es moins cher, donc forcément tu fais moins de marge. C'est ça. Et nous, notre stratégie, c'est d'avoir une marge qui est faible. Du coup, le produit, à la fin, on veut le vendre à 150 $. Là, on l'a vendu à 69. Et c'est vraiment dans l'idée de dire aux gens, voilà, l'idée au début, c'était d'amorcer la pompe. Donc c'était de lancer 1000 devices. Et après, on s'est dit, bah, s'il y a tellement de gens qui sont intéressés par le truc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui back après, on va vous faire le device plus cher. Donc voilà, sur Kickstarter, les 15 000, ils l'ont acheté au prix va beaucoup plus marcher. C'est pour ça qu'on n'est pas riche, dans le sens où il y a encore du boulot et il y a encore le challenge d'avancer, de faire un vrai produit et là de commencer à vendre, de se faire connaître, etc. Par contre, on a l'argent d'aller en Chine, de faire notre produit. Comme on en a 15 000, on peut le faire un peu mieux que ce qu'on avait prévu, donc avec le plus beau packaging, tout ça. Et donc on a le début du moteur. Le moteur, il est démarré. Et là, du coup, pour conclure pour cette interview, après, je pourrais lui poser plein d'autres questions autour d'un coca ou des chips. Si tu avais des conseils à donner, je parle même pas au-delà de Kickstarter, pour aujourd'hui se lancer. Je suis un jeune entrepreneur, je suis ambitieux, j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que tu pourrais vraiment donner comme conseil, comme tips, comme avis à des gens qui ont envie de se lancer aujourd'hui en France et pourquoi pas à l'international comme toi? Le conseil, peut-être un des plus pertinents que j'ai eu, c'est bien l'entrepreneuriat, mais c'est pas une fin en soi. Ce qui est intéressant, c'est d'apporter de la valeur, donc de créer un vrai produit. Et quoi qu'il en soit, dans la vie, si on décide de se donner sur un projet d'entrepreneuriat, nous on a mis 2 ans à faire ça, c'est du jour et nuit, c'est pas de week-end, etc. Ce qui est important dans une vie, c'est le temps. Et si on décide de sacrifier ce temps-là, il faut être sûr qu'on fait le meilleur de ce qu'on peut faire. Il faut être sûr qu'on ne fait pas juste un petit projet d'un week-end qui a bien marché et qu'on essaie de le pousser pour que ça marche. Il faut se dire, il faut se poser la question de est-ce que si dans 5 ans je regarde ce que j'ai fait, je regarde en arrière et je me dis tiens, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien? Est-ce que je serais fier de moi? Est-ce que j'aurais donné le plus ce que je peux faire? Ou est-ce que j'aurais fait la version facile? Et, voilà. Après, ça dépend un peu de notre mentalité, mais moi j'ai toujours tendance à encourager les gens à essayer de toujours se dépasser, à toujours se dire ouais, il y a des trucs difficiles, mais les trucs difficiles on peut les tacler, parce que plus on avance, plus on va devenir bon à aller un peu plus loin que sa zone de confort. Par exemple, le Kickstarter, c'est un peu compliqué administrativement, c'est quelque chose qui se fait. C'est quelque chose que nous on a mis 4 mois à trouver les bons trucs administratifs, mais on a décidé de le faire, on l'a fait, et maintenant voilà, là on va arriver à un nouveau challenge. Le nouveau challenge c'est compliqué, mais c'est... Donc finalement, quand tu regardes en arrière, tes 2 ans dans la cave, ils ont servi à quelque chose. Les 2 ans dans la cave, ça valait le coup. Okay. Et je pense que ça c'est important, même niveau, si vous voulez tenir au bout de 2 ans, c'est un peu comme un marathon, c'est pas un sprint. Vous allez sprinter au début, au bout de 2 ans vous allez vous dire voilà, ça fait 2 ans, voilà, j'ai une famille, j'ai
copine, un copain, etc. Est-ce que je continue à mettre ma vie en pause ou est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à mettre ma vie en pause et est-ce que je suis super content de ce que je fais même si ça se crache dedans quoi. Voilà, c'est ça. Je sais pas si vous avez des questions, peut-être plus perso. Bon, merci. Merci.